Après la vague de la Covid-19 qui a bien augmenté la mortalité en France pour les mois de mars et d'avril, la situation en termes de décès est revenue à la normale depuis le 1er mai. En termes économiques, c'est le confinement qui a donné un coup brutal à la production et à la consommation sur cette période. En revanche, depuis la fin du confinement, la consommation et la production sont remontées à un niveau normal, voire supérieur pour même diminuer l'impact du confinement sur le bilan annuel de la production. Malgré tous ces bons résultats, les enquêtes de conjoncture de l'INSEE montrent que les Français craignent toujours de perdre leur emploi. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'ils ont raison. Même si tous les indicateurs sont au vert, la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021 risquent d'être des occasions trop belles pour la finance pour se débarrasser d'un grand nombre de salariés tout en profitant au maximum des aides de l'État. Le dernier point de conjoncture de l'INSEE montre que l'industrie remonte tranquillement la pente depuis le mois d'avril. En regardant plus finement, c'est même vrai pour toutes les branches, que ce soit pour l'agriculture ou les matériels de transport par exemple. Le fret a quasiment retrouvé son niveau normal de février 2020, que ce soit pour le ferroviaire ou pour les camions. Du côté des services, seuls les services aux personnes, ménages, garde d'enfants, restent en situation compliquée. Les autres branches des services reviennent à la normale. Cela ne veut pas dire que les entreprises ne font pas fermer. Il faut savoir qu'en moyenne, en France, 4 entreprises sur 10 ferment avant d'avoir fêté leur 5e anniversaire. Et ce ratio est plus fort lors des crises économiques. Par exemple, beaucoup d'entreprises ont fermé après les suites de la crise de 2008. Les échecs font partie de la vie des entrepreneurs et c'est normal. La crise de la Covid-19 va faire fermer toutes les boîtes qui étaient déjà en difficulté financière avant la crise. Il sera extrêmement difficile de juger de l'efficacité des aides d'État puisque de nombreuses entreprises en ont bénéficié alors qu'elles allaient fermer de toute façon. Notre économie dépend de plus en plus du monde de la finance et cette crise de la Covid-19 va raviver énormément d'appétit chez les financiers qui détiennent les grosses entreprises pour essayer d'en tirer leur épingle du jeu. La première chose qu'ils vont faire, ça va être essayer de capitaliser un maximum d'aides d'État tout en essayant de se faire exonérer d'un maximum d'impôts et de taxes. Et ça commence assez fort avec les annonces de Jean Castex sur les baisses d'impôts au MEDEF. Plus de 10 milliards d'euros d'impôts en moins pour les entreprises. Deux choses sont intéressantes sur les baisses d'impôts. La première, c'est qu'en France, les impôts sont progressifs, même pour les entreprises. Donc les entreprises qui font le plus de valeur ajoutée, donc de bénéfices, sont celles qui payent le plus d'impôts qui vont baisser. La CVAE et l'impôt sur les sociétés. Donc ce n'est pas tant un cadeau pour les PME que pour les grosses entreprises. En revanche, les très grandes entreprises multinationales s'en fichent pas mal puisque de toute façon, elles ne payent pas ces impôts. Pour mémoire, l'impôt sur les sociétés et la CVAE sont indexés sur la valeur ajoutée des entreprises. La valeur ajoutée, pour simplifier, c'est le prix de vente des produits moins ce qu'ils ont coûté à fabriquer, c'est-à-dire les matières premières, les pièces, l'énergie, etc. Pour les grandes multinationales, c'est facile. Mettons qu'elles possèdent une usine en France et une filiale dans un paradis fiscal, le Luxembourg par exemple, et un producteur de matières premières en Italie. Le producteur vend à prix coûtant ses produits 100 € à la filiale au Luxembourg, de sorte qu'il n'y a pas de bénéfice en Italie. La filiale du Luxembourg se fait une grosse marge en revendant ses produits à l'usine française, 1000 €. La filiale du Luxembourg négocie directement ses impôts avec le gouvernement luxembourgeois et c'est pas grand-chose. L'usine française revend le produit final à prix coûtant et donc ne fait pas de bénéfice pour ne pas payer d'impôts. Ainsi, tous les bénéfices de la multinationale sont au Luxembourg. La multinationale peut même mettre délibérément l'usine française dans le rouge si elle veut pouvoir licencier tout le monde et délocaliser. Au passage, elle ramassera un paquet de fric de l'État français sous toute forme d'aide pour l'aider pour qu'elle ne ferme pas. C'est le jackpot à tous les niveaux. Le seul impôt juste qui empêche les grosses entreprises de tricher, c'est la C3S, la contribution sociale et de solidarité sur les sociétés. La C3S est indexée sur le chiffre d'affaires en entier. Donc les grosses entreprises ne peuvent pas tricher avec le jeu des transferts puisqu'on regarde tout le chiffre d'affaires et pas uniquement la valeur ajoutée. En plus, cet impôt est exonéré à hauteur de 19 millions d'euros, ce qui fait que les petites entreprises ne le payent pas. Donc les financiers détestent la C3S. Pour l'instant, c'est un impôt ridicule, qui coûte pas grand-chose et qui ne rapporte pas grand-chose, mais il est quand même dans les radars et il faudrait pas s'étonner qu'il disparaisse. Il est sûr que cette crise va accélérer la fermeture des entreprises qui étaient déjà mal en point et risque de faire basculer du mauvais côté celles qui étaient sur le fil du rasoir.
Ce qui va se passer économiquement, c'est un peu ce qui s'est passé pour les gens pour la maladie. Cependant, les Français ont raison de croire que ça risque d'aller beaucoup plus loin. Toutes les grosses entreprises ont dans leur carton des plans de restructuration, et comprenez par ça des plans de licenciement de masse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un financier prend le contrôle d'une entreprise, il ne veut pas augmenter le bénéfice total, mais augmenter sa rentabilité. Prenons une entreprise qui fabrique et vend différents produits. Le premier produit demande un investissement de 1 million d'euros en machines et permet de réaliser 100 000 euros de bénéfices par an. Son taux de rentabilité est de 10%. Le second produit demande un investissement de 100 000 euros en machines et permet de réaliser 30 000 euros de bénéfices par an. Son taux de rentabilité est de 30%. Si l'entreprise est détenue par un particulier ou est une petite société, la stratégie de cette entreprise va beaucoup reposer sur le premier produit puisqu'il permet de faire la majorité des bénéfices. En revanche, le jour où l'entreprise est rachetée par des financiers, c'est très différent. Les financiers ont des objectifs de rentabilité. Ils veulent que l'argent investi rapporte un maximum. Si les investissements boursiers du financier lui permettent de dégager 14% de profit chaque année, le premier produit ne va pas l'intéresser du tout, puisque ça va utiliser son capital pour une rentabilité trop faible. Le financier préfère largement d'autres placements. Il va donc scinder l'entreprise en deux pour revendre la partie qui ne l'intéresse pas. Ou plus simplement la faire couler en la mettant en déficit avec ses autres filiales, comme on l'a vu tout à l'heure. Au passage, ça permettra de choper un maximum d'aides d'État. La crainte que les salariés doivent avoir, c'est que toutes les grosses entreprises fassent ce plan d'ici 2021. Elles licencieraient tous les salariés qui sont sur des postes jugés pas assez rentables et au passage feraient fermer toutes les petites boîtes qui étaient leurs sous-traitants et qui leur fournissaient leurs matières premières. C'est même tellement criard que ça va arriver que même les magazines du côté des actionnaires tirent la sonnette d'alarme. Ce qui est assez incroyable avec cette crise, c'est qu'on peut se rendre compte que l'économie du pays est solide. La production ne s'est pas complètement arrêtée et ça peut repartir. En revanche, c'est la libéralisation de l'économie et surtout sa financiarisation qui risque de tout faire péter. On risque de rentrer dans une période extrêmement dure juste parce qu'on a laissé tout pouvoir à la finance. Soit nos politiques n'ont absolument rien compris et retenu sur les crises de 1929 et 2008 sur le monde de la finance, soit ils bossent pour eux.